Merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour cette conférence. Les énergies renouvelables chez soi ou pour tous. Donc on va parler de la participation des particuliers à la transition énergétique et se questionner si le mieux c'est de faire plutôt chez soi ou de faire plutôt collectif. Et on va s'appuyer sur les témoignages de SolarCop et Un de Toit Soleil, deux structures citoyennes qui proposent des solutions sur le photovoltaïque aux particuliers pour s'engager dans la transition énergétique. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à prendre un petit papier de couleur par personne au fond, qui va permettre d'interagir avec vous pour rendre cette présentation un peu plus dynamique. Donc, ce que je vous propose, c'est une courte introduction. Je vais me présenter Copawatt, qui nous sommes. Ensuite, on utilisera les cartons de couleur pour faire un peu de contexte, de remise en contexte sur la transition énergétique et la production d'énergie renouvelable en France. Et puis ensuite, on viendra au témoignage de SolarCop et d'Un de Toit Soleil qui nous exposeront qui sont ces structures, pourquoi elles se sont créées, qu'est-ce qu'elles proposent. Et on profitera de ces témoignages ensuite pour échanger avec vous et se questionner sur les énergies renouvelables chez soi ou pour tous. Et donc ça devrait durer 1h30 en tout, 45 minutes de présentation à peu près, et puis ensuite 45 minutes d'échange entre nous et peut-être de débat. Voilà, alors Copawatt, on est une structure née en 2016 dans les Vallons du Lyonnais, à côté de Lyon, et on est un accélérateur de la transition énergétique citoyenne. C'est-à-dire, on essaye de promouvoir un modèle où les projets d'énergie renouvelable se font par, avec et pour les territoires. Et par territoire, on entend les habitants, les acteurs locaux, que ce soit des entreprises, des associations, et les collectivités locales. Donc l'idée, c'est que des projets d'énergie renouvelable, plutôt que d'être menés par des entreprises privées spécialisées, puissent être menés par ces acteurs territoriaux pour maximiser les retombées économiques, sociales, territoriales de ces projets. On est basé aujourd'hui à Francheville, dans le tiers-lieu social Les Grandes Voisines, juste à côté de Lyon. On est 6 personnes et donc notre métier, ça consiste à sensibiliser, impulser, expérimenter ce modèle des énergies renouvelables citoyennes via l'aide à l'émergence et l'accompagnement de coopératives énergétiques citoyennes telles que Un de Toit Soleil, dont nous parlera Alexandre, de Temps en Transition. Et on fait ça à travers des programmes territoriaux, notamment Accélération à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes et À nous l'énergie sur la métropole de Lyon, qui fait l'objet du petit questionnaire que je vous ai remis et j'en reparlerai par la suite. Et puis on a une seconde activité. On conseille les collectivités sur leur stratégie de développement des énergies renouvelables, sur le montage de projets partenariaux d'énergie renouvelable, c'est-à-dire des montages qu'on appelle, nous, publics, privés, citoyens, donc où la collectivité locale peut prendre part au projet, dans son financement, dans sa gouvernance, s'associe à un acteur privé qui détient des compétences, et puis intègre aussi les citoyens, toujours dans cette optique de maximiser les retombées globales territoriales. Et alors, moi, donc, j'ai une formation d'ingénieur. Je me destinais plutôt à une carrière technique. Je voulais faire une thèse à la base, dans les énergies renouvelables, mais sur des questions de mécanique des structures, mécanique des fluides appliqués. Et puis, petit à petit, j'ai pris conscience que la technique, déjà, ça faisait pas tout dans la transition écologique, qu'il y avait des enjeux techniques, certes, mais qu'en fait, l'enjeu était plus de changer de modèle de société. Et donc, pour ça, j'ai réorienté ma carrière, d'abord vers le conseil aux collectivités, qui sont le pouvoir public qui organise la transition écologique. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que l'idée, c'était aussi d'associer les habitants des territoires, que les collectivités ne le faisaient pas toujours. Et donc, je me suis tourné vers Copawatt en 2017 pour justement accompagner cette transition énergétique citoyenne et permettre aux habitants, aux acteurs des territoires de s'impliquer activement, concrètement, dans la transition énergétique. Voilà pour la présentation de Copawatt. Et puis, je vais vous laisser vous présenter. Alors, pas individuellement, parce qu'on en aurait pour un petit moment, mais à l'aide de ces fameux cartons de couleur que j'ai insisté pour que vous preniez à l'entrée de la salle. Et donc, je vais vous laisser nous dire d'où vous venez en levant le carton de couleur qui correspond à votre territoire de résidence. Donc, jaune pour la métropole de Lyon, vert pour le département du Rhône, bleu pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis rose pour les autres territoires. Alors levez bien, laissez la main levée. Ok, donc on a quand même pas mal de métropoles de Lyon, donc À nous l'énergie, ça vous parlera, un petit peu de département, de la région, ok, et quand même quelques personnes qui viennent d'ailleurs. Ok, bon, un public quand même en majorité métropolitain. Parfait.
Alors maintenant que vous êtes rodés à l'utilisation des cartons, on va parler un peu de contexte, poser le contexte de cette conférence, en revenant un peu sur la situation énergétique en France. Et on va continuer d'utiliser ces cartons que je vous ai donnés. Enfin, vous me les rendrez à la fin, comme ça on les réutilise. On est quand même au salon Prime Vert. D'abord, peut-être une question, sans les cartons. Qui avait déjà entendu parler d'énergie renouvelable avant de venir à la conférence, en levant la main? Ouf, ça, on repart quand même pas de trop loin. Et d'énergie renouvelable citoyenne, est-ce que ça parlait Ok, quand même un petit peu. Très bien. Bon, alors là, je vais tester vos connaissances sur le contexte énergétique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie ce soir, cette fin d'après-midi? Alors quel secteur est selon vous le plus consommateur en énergie finale en France? Vote jaune, le résidentiel. Vote vert, les transports. Vote bleu, l'industrie. Et vote rose, aucun des trois. J'aurais dû mettre une autre catégorie. Alors, on a du bleu, l'industrie. On a du vert, les transports. On a beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu, un petit peu de vert, très peu de jaune et de rose. OK. Et bien la réponse, c'était le résidentiel et les transports. Et donc pas l'industrie, comme vous sembliez être une majorité à le penser. La consommation finale énergétique en France, elle se répartit comme suit. On a à égalité à peu près le résidentiel et les transports, qui comptent pour un petit peu moins d'un tiers de la consommation d'énergie. L'industrie arrive en troisième. Pardon ? Chacun, ouais, c'est ce qui est marqué là. Et l'industrie, un peu moins de 20%. Donc c'est le résidentiel et les transports qui comptent le plus dans les consommations. Alors par contre, pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie? On parle d'énergie parce que, notamment, l'utilisation d'énergie a un fort impact sur l'environnement. Et quand on parle d'impact sur l'environnement, en ce moment, on parle beaucoup de changement climatique, j'imagine que vous le savez, et d'émissions de gaz à effet de serre. Et si on regarde ce que représentent les consommations d'énergie dans les émissions de gaz à effet de serre en France, eh bien ça représente à peu près 70% des émissions. D'où l'idée de travailler sur l'énergie, la consommation, réduire les consommations, via la sobriété, l'efficacité énergétique, et puis ce qui reste, essayer de le produire avec des énergies renouvelables qui sont moins impactantes pour l'environnement. Voilà, et vous voyez que si le transport et le résidentiel comptaient pour chacun à peu près un tiers des consommations, par contre, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, les transports devancent le résidentiel qui est ici couplé avec le tertiaire en bleu, puisque les transports résident en majorité sur l'utilisation de pétrole, qui est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Alors si on vient à la source de ces consommations, à votre avis, quelle est l'énergie primaire la plus consommée en France? 1, réponse jaune, le pétrole. 2, réponse verte, le nucléaire. 3, réponse bleue, les énergies renouvelables. Ou 4, réponse rose, le gaz naturel. Énergie primaire la plus consommée en France. Jaune, le pétrole, ok. Il y a beaucoup de jaune, un petit peu de vert, ok, et un rose. Et pas de bleu. Bon, ça, vous n'êtes pas tombé dans le panneau pour le bleu. Et ben en fait, c'est le nucléaire, en énergie primaire. Donc en fait, l'énergie primaire, c'est l'énergie, c'est pas celle que vous consommez directement, c'est celle qu'on utilise pour potentiellement produire un autre type d'énergie. Donc le nucléaire, c'est la chaleur qu'on produit grâce au nucléaire, c'est pas l'électricité nucléaire. Et ça représente 40% de la consommation d'énergie primaire, donc en France, le nucléaire, devant le pétrole, qui compte pour 28%. Si on avait regardé la consommation finale, ce que vous utilisez, en gros, là, le nucléaire interviendrait moins puisqu'il y a un facteur à peu près un tiers sur ce qu'on produit comme chaleur pour faire de l'électricité nucléaire et l'électricité qui sort réellement de la centrale. Et les énergies renouvelables comptent uniquement pour 14% de la consommation d'énergie primaire. Alors, je vous ai beaucoup parlé de consommation, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la production, et notamment d'énergie renouvelable. Mais ça me semblait pas mal de repartir des consommations, parce qu'il faut bien penser qu'en premier lieu, on essaye de baisser les consommations pour faire la transition énergétique, et ensuite, on s'intéresse à la production sur ce qui va nous rester comme consommation, si on veut avoir un mode de société durable. Alors, au niveau de la production, par rapport à la consommation, à votre avis, quelle est la part de l'énergie qui est consommée en France, qui est produite sur le territoire national, donc également produite en France? Alors, c'est raté puisque je vous donne la réponse. Mais vous la connaissiez, c'est vrai, j'en suis certain.
Et donc, mince, l'effet est raté, c'est que 55% des consommations qui sont effectivement produites en France, d'où aussi l'intérêt, outre les questions d'impact environnemental, de miser sur les énergies renouvelables qui sont majoritairement produites localement, qui sont plutôt des énergies de flux plutôt que des énergies de stock. Encore que le bois peut être une énergie de stock, et qui ferait monter cette indépendance énergétique qui peut avoir des effets quand même sur le coût de l'énergie et l'indépendance stratégique d'un pays. Alors les énergies renouvelables dans tout ça, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, à votre avis, quelle est la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie primaire en France? Est-ce qu'on est à 9%, 19%, 24% ou 29%? Alors tout à l'heure, c'était dans la consommation, là c'est dans la production. Donc il y a le 55% qui entre en compte. Si vous êtes bon en calcul, vous pouvez peut-être trouver. Alors jaune, 9%. Ok, donc il y a pas mal de votes jaunes, 9%, un petit peu de vert, 19%. Ok, un rose, 29%. Un bleu, 24%. Et bien c'était 24%, bravo. 24%. De production d'énergie primaire. Donc en fait, le reste, c'est essentiellement du nucléaire, puisqu'on ne produit pas tellement d'énergie fossile en France, on l'importe. C'est ce qui, d'ailleurs, donne le taux d'autonomie énergétique dont je parlais juste avant de 55%, puisque toute la consommation quasiment de gaz et de pétrole vient d'ailleurs. Enfin, la production est importée. Voilà, et donc ça se répartit entre 7% d'énergie renouvelable électrique et puis 17% d'énergie renouvelable thermique et de déchets. Justement, si on précise encore, donc sur ces 24% de production d'énergie renouvelable, dans la production d'énergie primaire, quelle filière représente le plus? Est-ce que c'est le solaire photovoltaïque en jaune, le bois énergie en vert, l'hydroélectricité en bleu ou l'éolien en rose? Alors beaucoup de bleu. Hydroélectricité, beaucoup de bleu, un petit peu de jaune, solaire photovoltaïque, quelques verts, bois énergie. Et bien la réponse, c'est le bois énergie. Grand oublié en général, parce que quand on pense énergie primaire ou énergie en général, on pense en France nucléaire. Bon, on l'a vu, c'est la première production d'énergie primaire. Donc on pense nucléaire, on pense électricité. Et donc on se dit, l'hydroélectricité, il y a des grands barrages. C'est peut-être ça. Et en fait, non, c'est le bois énergie qui est la première source d'énergie renouvelable en France. Il faut savoir que la chaleur, ça représente un besoin en énergie qui est bien plus important que le besoin en électricité spécifique. Donc les usages qu'on pourrait ne faire qu'à partir d'électricité. Il ne faut pas oublier la chaleur, même si on parlera de solaire photovoltaïque, nous, un peu plus tard. Voilà, et donc, vous voyez la répartition par filière de la production d'énergie renouvelable, d'énergie primaire à partir d'énergie renouvelable. Et donc la biomasse, qui est en grande majorité composée du bois énergie, représente un peu moins de 40%. Voilà, l'hydroélectricité étant effectivement la deuxième source, à un petit peu moins de 20%. Et le solaire photovoltaïque représente pas grand-chose, 4%. Donc on a vu un petit peu la situation actuelle. Maintenant, on va se projeter. Commencer à se projeter en regardant un peu par le passé quelle était la tendance et quelle a été la hausse, selon vous, de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale. Donc la consommation d'énergie, la part qui est produite par des énergies renouvelables, depuis 10 ans. Est-ce que c'est 5% en jaune, 15% en vert, 20% en bleu ou 25% en rose? Alors là, on a beaucoup de vert, 15%, pas mal de bleu aussi, 20%, un petit peu de jaune, et un petit peu de rose aussi. Et là, la réponse, c'était 5%. Voilà, pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'on est là. Du coup, là, vous avez la courbe de l'évolution de la part des énergies renouvelables donc dans la consommation finale brute d'énergie donc depuis 2005. En 2020, on en était en 2022, là, on est à 19%. Et en fait, ça a pris 10 points à peu près, 5 points pardon, depuis 10 ans.
Voilà, c'est une courbe qui est assez linéaire, hein, vous voyez, ça continue comme ça. Et il faut savoir qu'en 2020, l'objectif c'était 23%, on ne les avait pas atteints, et que l'objectif en 2030 c'est 33%, et que si on continue comme ça, on ne l'atteindra pas non plus. Voilà, donc d'où l'idée de renforcer la production d'énergie renouvelable. Alors avant de passer au concret, on va récapituler un peu tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Donc ce qu'il faut retenir, c'est d'abord qu'en France, on ne produit pas du tout l'énergie nécessaire à notre consommation. Et là, on parle que des consommations sur le territoire. On ne compte même pas les consommations importées via tous les objets qu'on consomme et qu'on importe d'autres pays. Donc, on est à 55% d'autonomie énergétique. L'énergie primaire la plus utilisée, c'est le nucléaire. Mais ce nucléaire, il sert à produire de l'électricité. Et on perd en fait 2/3 de l'énergie qui est produite sous forme de chaleur pour produire de l'électricité. Et derrière, on utilise quand même encore beaucoup de pétrole, à hauteur de 30%, qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre pour beaucoup. Au niveau des énergies renouvelables, on n'en produit pas beaucoup. Il ne faut pas oublier que la principale source, c'est le bois énergie, qui répond à un besoin en chaleur, qui est un besoin important, bien avant celui d'électricité spécifique, et qu'il faut continuer de développer ces énergies renouvelables si on veut essayer de réduire notre impact sur l'environnement. Donc baisser les consommations restantes, les couvrir par des énergies renouvelables, et pas oublier qu'il y a plusieurs usages, donc plusieurs besoins, la chaleur, l'électricité spécifique, et que donc en face on va mettre un vecteur énergétique, l'électricité, la chaleur qui va bien, et une source d'énergie pour le produire qui va bien, pour arriver à un mix énergétique satisfaisant. Donc voilà pour la petite introduction qui vous a peut-être un peu plus éclairé sur la situation énergétique et sur la nécessité de développer les énergies renouvelables. Alors ce soir, on va parler de photovoltaïque plutôt, en témoignage, avec les témoignages de SolarCop et d'Un de Toit Soleil. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les questions d'autonomie énergétique à une échelle plutôt individuelle ou collective, elles se posent, comme je disais, sur l'ensemble des besoins énergétiques, chaleur, électricité, sur l'ensemble des vecteurs énergétiques qu'on peut produire. Et donc, l'idée, c'est de faire réfléchir à travers 2 exemples sur le photovoltaïque, sur ce qu'on peut faire sur n'importe quelle autre production d'énergie renouvelable. Voilà. Et donc, je vais laisser d'abord la parole à Gilles qui va nous présenter SolarCop, la première initiative sur laquelle on va se reposer pour réfléchir à la production d'énergie renouvelable. Merci Timothée. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Alors comment j'avance là? Juste un clic sur ici. Oui. Ok. Donc je vais vous présenter un petit peu qui on est, SolarCop, qu'est-ce que l'on fait. Hein. Donc en introduction, notre mission c'est faciliter la mise en œuvre des installations solaires photovoltaïques auprès des particuliers. Alors quelle est la genèse de SolarCop? Même si la société est née en 2021, il y a quand même une histoire qui nous a amené à la création de cette coopérative. Alors, l'histoire a démarré en 2016 avec la création de la centrale villageoise de Pillemont-Nantais. Mornan est à 30 km d'ici, hein, et l'objectif de cette centrale villageoise, c'était d'installer des centrales photovoltaïques d'assez grande de taille à partir de financements citoyens. Mais CVPM a été sollicité par des particuliers qui voulaient faire leur propre installation photovoltaïque. Et donc, sous les demandes, CVPM a lancé en 2020 l'accompagnement auprès des particuliers pour des projets photovoltaïques, mais uniquement sur le territoire, le périmètre de Mornan. Et puis, fort des demandes, des centrales villageoises dans les territoires voisins, voyant l'initiative qui a été lancée par CVPM, ont sollicité CVPM pour apporter leur concours pour développer le service sur les territoires d'autres centrales villageoises. Donc là, le vent a tourné et on s'est très vite aperçu que là, il y avait une demande grandissante. Hein, des particuliers autour du photovoltaïque.
Donc, cette demande était nationale, bien sûr, on la sentait monter, et puis surtout, il y avait des demandes de petites installations en autoconsommation totale. Donc, c'était la naissance des kits, de l'idée de kits solaires. Et donc en 2021, on était une vingtaine de personnes, déjà des personnes engagées soit dans les centrales villageoises, soit dans d'autres structures citoyennes, qui ont créé SolarCop. Donc voilà pour la genèse. Donc SolarCop, c'est une coopérative, c'est qui fait partie du réseau de l'économie sociale solidaire, c'est une SIC, créée par des bénévoles, déjà impliqués dans des projets photovoltaïques, mais aussi des professionnels du solaire, des professionnels encore en activité, mais beaucoup de professionnels aussi qui ont terminé leur activité professionnelle, mais qui étaient très impliqués depuis des années dans le solaire photovoltaïque, donc des experts du solaire, des installateurs, le directeur d'Espul, qui fait partie des membres fondateurs de SolarCop, le directeur d'Enercop Pays de Loire. Voilà. Au total, on était 22 associés fondateurs. Donc, on s'est engagé dans une démarche citoyenne avec une gouvernance participative, priorité au développement, à l'honnêteté, à la transparence, pour combattre un petit peu toutes les fausses informations, toutes les arnaques, parce qu'il faut bien employer ce mot-là, rassurer les personnes que le photovoltaïque, ça peut fonctionner, et c'est une alternative, une belle alternative par rapport au nucléaire, au tout nucléaire. Et notre territoire d'action, c'est la France. Donc notre objectif, c'est accompagner les particuliers qui hésitent à franchir le pas. Et comme aujourd'hui on est sur salon prime vert, c'était surtout rassurer les personnes. Et on a senti qu'il y avait des vrais questionnements sur est-ce que ça marche bien, est-ce que par rapport au prix, on a été démarché, on est des démarches par téléphone et on n'est jamais sûr. Voilà. Alors, quelles sont les valeurs de SolarCop ? Déjà, avant de produire de l'énergie, il faut aussi déjà augmenter sa sobriété énergétique. C'est l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on économise. Ensuite, c'est favoriser bien sûr les énergies renouvelables, au détriment plutôt que les énergies fossiles. C'est rendre le photovoltaïque accessible au plus grand nombre. Et on verra qu'avec les kits, d'où l'intérêt des kits photovoltaïques. C'est favoriser le lien social et l'entraide entre éco-citoyens. Donc on verra un peu plus loin comment. Participer au développement économique local, c'est déjà faire des créations d'emplois. Par exemple, nous, on est déjà à 5 emplois depuis le mois d'août. Une société créée en 2021, mois d'août, on a 8 équivalents temps plein, dont 5 embauchés par SolarCop. Et puis, c'est lutter contre la précarité énergétique dans les pays en voie de développement. Alors, on va voir. Donc, les engagements. Accompagner et sécuriser les particuliers qui souhaitent devenir producteurs d'énergie solaire. Donc, dans notre démarche, c'est de faire une étude, par exemple pour les particuliers, avec un prix, une fourchette de prix annoncée, et ensuite, c'est un installateur local qui interviendra, avec qui a signé une charte avec SolarCop pour sécuriser l'aspect prix, l'aspect qualité matérielle, l'aspect qualité installation. C'est nouer des partenariats avec des structures citoyennes œuvrant pour la transition énergétique. On a beaucoup de partenaires qui sont des centrales villageoises aux 4 coins de la France. Et donc, je vous l'expliquais, les centrales villageoises ont des objectifs plutôt de grandes centrales photovoltaïques avec des financements citoyens. Et donc, ce sont nos relais locaux pour s'adresser aux particuliers qui souhaiteraient faire leur propre installation photovoltaïque. C'est former les citoyens à l'animation d'ateliers coopératifs et à la promotion
du photovoltaïque en autoconsommation. Donc aujourd'hui, oui, on forme, on a une formation le 13 mars qui s'adresse à des personnes faisant partie de collectifs citoyennes, de centrales villageoises. Donc on les forme pour animer des ateliers coopératifs et pour promouvoir le photovoltaïque et entre autres les kits photovoltaïques. Animer et fédérer un réseau d'installateurs qui sont préalables sélectionnés, qui sont audités, pour garantir un travail de qualité chez nos clients. Il y a lieu du 21 au 23 mars prochain, le salon Bipositive. Donc on profite de ce salon pour inviter notre réseau d'installateurs, justement pour les rencontrer. On peut aussi, dans l'avenir, c'est leur proposer des formations sur des matériels, des formations sur l'évolution des techniques du photovoltaïque. Voilà, donc tout ça, ça démarre. Et notre première action, c'est déjà de les rassembler, leur proposer de les rencontrer, de se rencontrer sur le salon Bipositive au mois de mars. Assurer une juste rétribution de tous les acteurs de la chaîne. Ça aussi, ça fait partie de nos ambitions. Que le client final, il paye le juste prix avec une qualité d'installation de matériel, mais aussi que l'installateur soit rétribué à la valeur de son travail, et puis que Solarcoop puisse vivre aussi. Quand on regarde bien sur le marché, des propositions qui vont du simple au double, il y a pléthore. Et verser une part de nos excédents des associations œuvrant contre la précarité énergétique. Un exemple, le mois de décembre 2022, à l'approche de Noël, on a proposé à tous les clients qui achetaient des kits Solarcoop, on leur a dit que pour encourager la vente, 25 € par kit seraient reversés à des associations qui œuvrent dans les précarités énergétiques. Alors, nos activités, deux activités. La première, c'est l'activité kit. Alors, comment installer votre kit? Alors, je dis souvent, le kit, vous allez chez Ikea, vous achetez une armoire, elle est dans un carton, vous ouvrez le carton, vous avez une notice de montage et vous montez votre armoire. C'est pareil pour un kit solaire. Réalisé par vous-même, accessible à tous, déjà au niveau du prix et au niveau technique pour monter. Et possibilité de formation dans le cadre d'ateliers coopératifs, donc animés au niveau de relais local par le biais de centrales villageoises ou d'autres structures citoyennes. Ou réalisés par l'aide d'autres personnes qu'on a pu rencontrer lors d'ateliers participatifs. Ça permet la création d'entraide et l'échange de services. Donc les kits qu'on propose, c'est des kits 1, 2 et 4 panneaux au sol ou en toiture. Donc tout ça, vous pouvez le voir sur notre site. Un kit, un panneau sol avec support bois, pour vous donner une idée, ça coûte 700 €. Donc quand je disais tout à l'heure, rendre le photovoltaïque accessible au plus grand nombre de personnes, voilà, 700 €, sachant qu'avec 700 €, c'est des panneaux 375 watts crête, donc production annuelle de l'ordre de entre 400 et 450 kWh, un retour sur investissement qui est de l'ordre de 7 ans. Des panneaux garantis 25 ans, micro-onduleurs garantis 25 ans. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Voilà. Et puis l'autre activité, c'est l'accompagnement. C'est réaliser des installations entre 3 et 9 kg pour les particuliers en s'appuyant sur des installateurs agréés. Donc voilà un petit peu notre process. Vous êtes intéressé, vous contactez Solarcoop, on vous envoie un dossier à renseigner. Donc bien sûr vos coordonnées géographiques, vos consommations mois par mois, voire même heure par heure en pleine saison, vos récepteurs électriques. Donc à partir de là, on fait une étude technique, on fait une proposition technique et financière. Financière, c'est une fourchette de prix qu'on vous donne. Voilà, avec deux scénarios, autoconsommation,
le contrat autoconsommation et vente du surplus, ou le contrat sur 20 ans, ou le contrat sur 20 ans en vente totale. Donc à partir du moment où le client est d'accord pour poursuivre, on transfère son dossier à un installateur local qui, lui, ira faire la visite technique, proposera un devis, et ce devis devra être compris dans la fourchette qu'on a annoncée au client, que Solarcope a annoncé au client. À partir de là, le client est d'accord pour continuer, il signe le devis, l'installation est réalisée jusqu'à la mise en service et la production de l'installation. Donc Solarcope peut aussi intervenir pour la partie administrative et notamment la demande de raccordement auprès d'EDF, obligation d'achat, tout ça dans ce qui relie dans le fonctionnement l'installateur partenaire avec Solarcope. Tout est contractualisé, et si l'installateur nous demande de réaliser la partie raccordement, il sait dans le temps combien il va nous reverser financièrement. Donc tout ça, c'est bien balisé. Voilà un petit peu qui on est, qu'est-ce que l'on fait et comment on peut intervenir pour favoriser le photovoltaïque et la transition énergétique. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Alexandre Picciotino, je suis sociétaire de la société anonyme simplifiée à gouvernance coopérative 1, 2, 3 Soleil, et donc je vais vous expliquer ce qu'on propose. Donc Gilles de Solarcope a employé beaucoup de fois le mot centrale villageoise. On va dire qu'on est l'équivalent sur la métropole de Lyon, sur l'agglomération lyonnaise même en plus, car on ne se borne pas stricto sensus au périmètre administratif de la métropole de Lyon. Donc, vous voyez sur la diapositive, on est soutenu par des grands noms. La région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a versé des subventions d'investissement quand c'était encore possible avec l'ancien arrêté tarifaire. Le Grand Lyon qui nous soutient auprès des communes et qui est entré au capital de notre société. Également donc des cigales, on est membre aussi d'Énergie Partagée, on est producteur Enercop sur une de nos installations. Espul, association très connue et pionnière dans le photovoltaïque en France et sociétaire de 1, 2, 3 Soleil, tout comme l'ALEC de la métropole de Lyon et avec Copawatt. Donc il y a des synergies qui se créent sur le territoire de la métropole de Lyon. Alors, les projets citoyens d'énergie renouvelable, voilà, ça fonctionne comme ça. Ce schéma, il est duplicable partout en France, hein, c'est pas la métropole de Lyon. Donc, ce sont des personnes, donc des citoyens, des citoyennes, des associations, des collectivités locales, des partenaires, donc personnes morales, entreprises, qui veulent se bouger pour la transition énergétique sur leur territoire. Donc, pour ce faire, ils vont devoir s'organiser et notamment créer une société de projet. Donc, sur la métropole de Lyon, cette société qui a été créée par tous les acteurs que vous voyez sur la gauche, elle s'appelle 1, 2, 3 Soleil. Donc, c'est une société anonyme simplifiée à gouvernance de type coopératif. Donc les personnes sur la gauche donc apportent des fonds à cette société, donc place de l'épargne. Donc c'est la flèche investissement. Et de ce fait, ils deviennent donc sociétaires de cette société et donc piliers incontournables de la gouvernance de cette société. Cette société, une fois qu'elle a réuni suffisamment d'argent, elle va développer des unités de production d'énergie renouvelable sur son territoire, qu'elle va maîtriser, qu'elle va financer.
Une fois que ces unités de production d'énergie renouvelable sont en service, elles produisent de l'énergie qui est revendue. Ça génère donc en bas des revenus, un chiffre d'affaires. Cette société va couvrir ses frais, donc les emprunts bancaires, les assurances, la maintenance des installations, etc. Et chaque année, annuellement, en assemblée générale, on décide du bénéfice. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà. La gouvernance est de type coopératif, donc une personne égale une voix, avec, dans notre cas, nous, 4 collèges, un collège citoyen et citoyenne, un collège des associations porteurs de projets, donc c'est-à-dire les citoyens, les citoyennes qui donnent du temps pour faire fonctionner ce projet-là, un collège collectivité locale et un collège partenaire, donc associations autres, personnes morales, entreprises, etc. Et donc, peu importe le montant qu'on investit dans cette société, une personne égale une voix, avec une gouvernance par collège qui assure la maîtrise citoyenne du global. C'est-à-dire que les citoyens, les citoyennes, les associations porteuses du projet ont la majorité des droits de vente en assemblée générale, quel que soit le poids qu'elles pèsent dans le capital global de la société. Comme on a voulu que ça soit accessible au plus grand nombre d'épargnants, on a fixé dans notre cas une part sociale à 50 €. Les valeurs de ce type de projet, donc c'est des valeurs qui concernent tous les projets citoyens d'énergie renouvelable en France. La première valeur, c'est l'ancrage local. Donc, on est légitime sur le territoire sur lequel on vit, on travaille, etc. Et voilà, par exemple, sur la communauté de communes de Mornan, c'est la CVPM qui est le projet citoyen. Sur la métropole de Lyon, c'est un de Toit Soleil. La gouvernance est démocratique, c'est une valeur fondamentale. On a un fonctionnement aussi très très ouvert et on n'a rien à cacher. Donc vous pouvez nous interpeller là-dessus. Tous les sociétaires ont droit au même niveau d'information. C'est réalisé dans une perspective donc écologique, donc la transition énergétique. Et dernière valeur, c'est une démarche non spéculative, c'est-à-dire que l'argent est plus vu comme un moyen d'action que dans une finalité en elle-même, quoi. Il faut que néanmoins les projets soient viables économiquement, notamment parce qu'ils sont financés pour partie par de la dette bancaire. Donc il faut que le tout se tienne économiquement. Donc, dans nos statuts, dans les statuts de Toit Soleil, il y a la charte d'énergie partagée pour ceux qui connaissent en préambule. Et tous ces projets citoyens d'énergie renouvelable sont aussi pensés dans le cadre du scénario négawatt. C'est-à-dire que c'est d'abord la sobriété, donc le comportement individuel et collectif, consommer moins d'énergie. Ensuite, l'efficacité, c'est-à-dire consommer mieux l'énergie, c'est-à-dire pour un même service, d'essayer d'utiliser le moins d'énergie possible. Et enfin, l'énergie qui restera nécessaire pour nos usages, d'essayer de le couvrir par des sources de production renouvelables. Alors, sur la métropole de Lyon, voilà nos réalisations. Donc, en 2017 et 2018, on a lancé une première grappe d'installations photovoltaïques. Donc 10 installations de 9 kW crête chacune, dont vous pouvez voir une photo à gauche sur une école. Donc ça, c'était le début. On a rodé le modèle économique. Voilà,
c'est vrai que 10 installations de 9 kW crête, c'est négligeable par rapport aux besoins en énergie de toute la métropole de Lyon, mais bon, faut bien commencer par une première marche. Et donc là, actuellement, on est dans le développement d'une seconde grappe photovoltaïque, donc qui a commencé dès 2019 et dont on espère qu'elle se clôturera en 2023. Donc 13 installations, plus grosses unitairement, pour à peu près 500 kW crête au total. Et donc on en a déjà 5 en production, 5 qui sont en cours et 3 qui sont en stand-by. Donc vous pouvez voir au milieu et tout à droite les photos de 2 installations qui ont été réalisées dans ce cadre-là. Donc l'école Jules Ferry à Saint-Priest et les Jardins de Lucie. Donc les Jardins de Lucie qui sont une association de réinsertion professionnelle par le maraîchage biologique. Alors, pourquoi ce type d'initiative a été créé? Alors, on va se concentrer déjà versus les projets individuels. L'idée, c'était de mutualiser. Comme l'a expliqué Gilles, il y a un effet de taille, c'est-à-dire à partir d'une certaine surface, on va dire qu'un particulier n'est plus capable de financer l'installation tout seul, on va dire. Donc voilà, ça s'adresse notamment aux toits de moyenne surface, plus les toits publics où les collectivités n'ont pas forcément ni le financement, ni les compétences, ni tout ce qui va avec pour développer le photovoltaïque sur leur toit public. Il y a aussi, surtout dans des agglomérations comme Lyon, un certain nombre de citoyens et citoyennes qui habitent dans des copropriétés, donc qui ne sont pas seuls à décider de ce qui se passe sur leur toit. Il y a également la volonté d'apporter plus que simplement de l'argent, d'apporter du temps, des compétences. Il y a le modèle coopératif qui en séduit aussi un certain nombre. Et il y a un effet de levier sur de la démarche collective, c'est-à-dire que vis-à-vis des banques, des installateurs, des grossistes en matériel, on arrive quand même à avoir de meilleurs prix que des individus tout seuls, Ensuite, versus les projets industriels classiques, on va dire, c'est de maximiser les retombées économiques locales. Donc, la gouvernance, elle est locale, donc c'est un bon point parce que c'est localement que c'est décidé, donc c'est les citoyens, les citoyennes et le territoire qui est à la manœuvre. Donc tout ce qui est conception, construction, maintenance, c'est clairement on consulte et on adresse les marchés à des entreprises locales. Le but, c'est de favoriser le développement économique sur notre territoire. Le retour sur investissement, il est aussi local parce que les levées de fonds des citoyens et des citoyennes et des acteurs locaux, il est local. Et c'est aussi dans une optique de réinvestir une partie des bénéfices dans de nouvelles installations localement. Et en parallèle, bien sûr, il y a un certain nombre d'externalités ou de retombées, on va dire non financières de ce type de projet. C'est tout ce qui est sensibilisation à la transition énergétique, lien social, montée en compétence des bénévoles, etc., etc. Et je vous remercie pour votre attention et puis je repasse la main à Timothée pour les questions ou peut-être à Gilles. Voilà, écoutez. Bon, voilà.
Eh bien, écoutez, vous allez pouvoir vous poser vos questions. Merci aux intervenants. Et je vais vous passer le micro pour qu'on entende bien les questions et qu'on puisse enregistrer correctement tout ça. Voilà. Alors, un premier. Bonjour, merci pour vos présentations. Moi j'ai une question plus concrète. Donc je suis sur la métropole de Grenoble. Il y a un équivalent qui existe, c'est Citoyen d'ici, si je dis pas de bêtises. Énergie citoyenne. Énergie citoyenne. J'ai un peu en tête comment fonctionne. Donc les idées, je pense, sont identiques sur le fonctionnement. Est-ce que vous pouvez me confirmer donc quand vous avez un toit qui peut être éligible, parce qu'il faut qu'il y ait une éligibilité par rapport au soleil et qu'on puisse pouvoir donner. J'avais cru comprendre que le toit était pris en charge, donc étanchéité, etc., par la coopérative ou la structure qui prenait l'élément. Et comment ça marche entre la copropriété qui permet son toit d'être utilisé et que vous puissiez installer les panneaux solaires? Merci. Alors là-dessus, donc sur une copropriété ou n'importe quel autre bâtiment, un projet citoyen de production d'énergie renouvelable, donc c'est lui qui prend en charge tous les investissements au niveau de la construction de la centrale photovoltaïque. Par contre, pas l'étanchéité. C'est-à-dire que ce type de projet, comme il s'envisage sur des durées longues, il faut que l'étanchéité de la toiture n'ait pas besoin d'être refaite sur les 25 à 30 prochaines années, quoi. Donc voilà, une toiture qui est déjà ancienne, la copropriété devra d'abord la rénover avant d'éventuellement nous confier le toit. Par confier le toit, j'entends contractualiser avec nous, c'est-à-dire que le projet citoyen d'énergie renouvelable verse un loyer qui est symbolique pour l'utilisation de son toit pour mettre les panneaux photovoltaïques qui appartiennent donc au projet citoyen d'énergie renouvelable. Voilà. Voilà, d'autres questions. Et dans ces cas-là, j'imagine que la copropriété est vivement sollicitée pour devenir partenaire, dans le sens prendre des parts sociales de la structure. Alors ça dépend de la politique de chaque projet d'énergie citoyenne. En tout cas pour la métropole de Lyon, nous ça serait pas le cas, quoi. Je dirais qu'il y a qu'un seul, il y a deux seuls de nos hébergeurs, donc ça fait en tout 15 sites. Il n'y en a que 2 sur les 15 sites qui sont sociétaires de 1-2 Toits Soleil. Pour ne pas les nommer, la métropole du Grand Lyon et puis la commune de Bron. Et juste un dernier élément, c'est qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui peut, les arguments qui peuvent faire basculer, parce qu'une copropriété c'est un nombre X de personnes, le fait que, comme vous dites, le côté symbolique, ça va être le fait de pouvoir entretenir le toit et mettre à disposition pour l'énergie renouvelable, donc il y a un intérêt collectif, mais c'est une copropriété, ça peut être privé, et donc l'intérêt collectif n'est pas toujours visible de tout le monde. Quels arguments avez-vous dans ces cas-là ? Alors c'est clair que le loyer qu'on est en capacité de verser, qui découle des tarifs d'achat de l'énergie, des tarifs publics de soutien d'achat de l'énergie, sont pas mirobolants, et c'est clairement pas l'aspect pécuniaire qui va motiver la copropriété. Donc ça va être plus après sur la fibre, de participer à la transition énergétique, de faire sa part localement, etc. Voilà. C'est vrai que on peut Je suppose que Grenoble, ça sera la même chose, mais on peut accompagner les copropriétaires
qui veulent pousser ces démarches dans leurs assemblées générales de copropriété pour dire qui on est, montrer les projets, des références, etc. quoi. Ça sera plus par le fait de l'exemple et de la motivation à la transition énergétique que l'aspect financier de loyer qu'on serait en capacité de verser. Pour compléter, peut-être, du coup, il y a deux cas de figure. Soit l'ensemble des copropriétaires souhaitent potentiellement investir dans des panneaux sur leur toiture, soit l'ensemble ne souhaite pas forcément, mais peut souhaiter participer à la transition énergétique en mettant à disposition une toiture qui sinon servirait uniquement à couvrir les habitations en dessous des intempéries, ce qui est déjà pas mal, hein, mais elle peut servir à plus que ça. L'intérêt, ça peut être dans le cas où la copropriété serait d'accord, mais que certains des copropriétaires ne souhaitent pas spécialement investir, permettre aux autres copropriétaires d'investir dans leur toiture via la coopérative et avoir une solution d'épargne éthique et très locale, puisque c'est investir dans quelque chose qui se trouve au-dessus de leur tête, entre autres, puisqu'il y a les autres projets de la coopérative également. Mais donc c'est l'intérêt que peuvent avoir certains copropriétaires d'investir dans la coopérative. Attendez, on va prendre le micro. J'ai pas vu qui est-ce. Le réchauffement climatique, le fait de mettre des panneaux solaires, ça peut pas avoir un plus pour réduire la chaleur potentielle qui peut arriver par le toit? Non, pas spécialement, je crois pas. Je voudrais revenir sur le côté rétribution, entre guillemets. Au lieu de faire un retour sous forme pécuniaire, est-ce qu'il n'y aurait pas en auto-alimentation des parties communes de la copropriété? Alors, effectivement, ça pourrait être possible. À ce moment-là, on parle d'autoconsommation en tiers investissement, si c'est la coopérative qui fait. Donc, la coopérative paye les installations en versant un loyer à la copropriété. Et l'électricité, ensuite, loue l'installation à la copropriété qui utilise l'électricité produite pour les parties communes. La problématique, il y en a deux en fait, c'est que les parties communes d'une copropriété, ça consomme pas forcément beaucoup d'électricité et pas forcément au moment où le solaire photovoltaïque produit. Donc il faut, si on veut avoir un équilibre économique, que le modèle soit rentable, il faut avoir le meilleur taux d'autoconsommation et d'autoproduction possible, c'est-à-dire arriver à avoir une production et une consommation qui concordent, et pas avoir une production à un moment où on ne consomme pas et consommer à un moment où on ne produit pas. Parce que là, le modèle économique, les tarifs d'achat font que ça ne fonctionne pas économiquement. Et la deuxième problématique sur les copropriétés, avec ce modèle d'autoconsommation, c'est des problématiques contractuelles, où le modèle où la coopérative va payer les installations et ensuite louer à une copropriété pendant un certain nombre d'années, 20 ans en l'occurrence, ne sont pas encore tout à fait au point pour cadrer les risques inhérents aux deux parties, à la copropriété et à l'installation. Mais c'est des modèles qu'on essaye de creuser, parce qu'on a beaucoup de demandes sur justement le solaire photovoltaïque en autoconsommation, en tiers investissement. Et donc, Copawatt, nous, on essaye de creuser ce modèle-là pour répondre à cette demande dans un cadre collectif citoyen. Voilà. Il y a une question. D'accord. Merci. Dans le cadre d'une copro, mais aussi, pourquoi pas, de maisons individuelles qui sont sur un site classé, bâtiment de France, et historique, et où on ne veut rien sur les toitures, est-ce qu'au niveau du sol, c'est réalisable, c'est moins contraignant peut-être administrativement? Est-ce que ça peut se faire? Pour preuve, c'est qu'on ne peut pas choisir le modèle de tuile ni la couleur. Sur les toitures, si l'architecte des bâtiments de France a un avis qui est négatif, ça va être compliqué d'installer quelque chose en toiture. Ça ne veut pas dire que dans une zone à enjeu patrimonial, on ne peut pas faire. En secteur protégé, on peut avoir des discussions avec l'architecte des bâtiments de France et quand même faire des toitures photovoltaïques. C'est le cas sur certaines toitures sur la métropole de Lyon. Après, si je comprends bien la question, ce serait privilégié plutôt de mettre les panneaux au sol plutôt qu'en toiture.
Dans une copro, bien sûr, par rapport, ou même les particuliers locaux à côté, parce qu'il y a de l'habitat individuel, mais évidemment, avec les surfaces adéquates et l'exposition adéquate, évidemment, il y a tout ça qui est à prendre en compte. Hein, mais... C'est plus ça qui va être contraignant, en fait, c'est que l'avantage de mettre en toiture, c'est qu'on est au-dessus des éléments gênants alentour. Une toiture qui est intéressante, alors dans les modèles collectifs, ça va être une toiture à partir de 200 mètres carrés. Entre 100 mètres et 200 mètres carrés, on regarde au cas par cas, mais c'est pas dit qu'elle soit intéressante au niveau du modèle économique. Donc plutôt à partir de 200 mètres carrés de surface. Et ensuite, il faut qu'elle soit quand même bien exposée, donc entre est et ouest, mais on privilégie plein sud forcément, surtout si elle est inclinée. Et ensuite, avec peu d'ombrage, ou pas d'ombrage plutôt, et pas trop d'éléments gênants en toiture. Et donc la question au sol, on va avoir beaucoup d'éléments gênants à proximité, a priori, qui vont faire de l'ombre portée sur les panneaux et qui vont réduire le potentiel. Après, en termes administratifs, je ne sais pas si ça pose plus de contraintes. C'est juste que il y a un moindre potentiel, je pense. Voilà. D'autres questions? Bon, petite question intermédiaire. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des coûts financiers sur une installation individuelle et puis sur une installation plus importante? Je vais laisser Gilles et Alexandre répondre. Gilles avait déjà donné un ordre de grandeur, je crois, mais... Oui. Alors pour des installations dans le cadre de l'accompagnement, des installations entre 3 et 9 kg, une installation de 3 kg, c'est 9 500 €. Hein, TTC, clé en main. Il faut savoir qu'il y a un taux de TVA qui est à 10%, puisque quand on passe au-dessus de 3 kg, la TVA monte à 20%. Et pour une installation de 6 kg, on est à 17 000 €, une installation de 9 kg à 22 000 23 000 €. Voilà. Après, pour les kits, un kit de panneaux, au sol en toiture, en gros, c'est 1 000 €. Donc, c'est en ressources sur investissement sur 7 ans. Un kit 4 panneaux, c'est 1 600 1 700 €. Voilà, pour vous donner des ordres d'idées d'investissement pour du photovoltaïque à destination des particuliers. Est-ce qu'un kit peut être installé à distance de l'habitation, dans la mesure où il y a beaucoup d'ombrage autour de l'habitation? Alors c'est tout à fait possible. Distance, c'est combien pour vous, distance? Je dirais une centaine de mètres. Centimètres, c'est possible. Simplement, il faut augmenter la section du câble d'alimentation. Un câble, nous on a eu des kits avec des câbles à 20 mètres, on peut monter même jusqu'à 40 mètres, 50 mètres avec des câbles de 5 carrés de section. Mais à 100 mètres, il faut passer au moins un câble de 4 mm carrés. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va générer une chute de tension. Et donc le micro-onduleur ne pourra pas démarrer, donc il n'y aura pas de production photovoltaïque. On a déjà eu des cas comme ça où les gens ont installé 100 mètres, ils nous téléphonent, ça ne marche pas. Bon, après discussion, ils ont rallongé le câble et qu'effectivement ça ne pouvait pas marcher. Donc techniquement oui, mais moyennant certaines précautions. Et sans parler de la précaution de protéger le câble. Peut-être Alexandre, si tu connais l'effet d'échelle dont tu parlais sur les projets collectifs. Donc Gilles a donné les tarifs individuels et sur du collectif, ça donne quoi? Alors c'est un peu difficile de donner des ordres de grandeur précis parce que ça va dépendre du type de toiture, du raccordement, etc. Mais grosso modo, on va dire qu'on est tout compris, on est à peu près, on va dire à 2 €. On va retenir 2 € du watt-crête sur des plus grosses installations en toiture, quoi. Et régulièrement, donc, on passe nous des marchés de construction de centrales photovoltaïques à 55 000 € hors taxe, quoi, pour vous donner des idées, quoi. Oui, juste pour traduire quand même, pour que 2 € le watt-crête, ça nous fait en équivalent 3 kW crête, ça fait 6 000.
Non, c'était pour comparer avec une installation individuelle. Ouais, après moi je parle en hors taxe et je parlais uniquement effectivement plutôt de la partie que installation. Ouais, parce qu'il y a des parties aussi, coût de raccordement, etc. Ouais. D'accord. Oui, simplement, votre collectif 1, 2 toits en transition ne travaille, j'imagine, que sur le photovoltaïque, les toits. Je voulais savoir s'il y avait des expériences dans la région sur les éoliennes. Oh. Ah, bon, ça va, c'était juste, je sais pas ce que c'est. Bon. Je répondrai quand même. Alors, je dois avoir ça en slide de réponse. Voilà, vous avez là le mouvement dans lequel ça s'inscrit 1, 2 toits soleil et CVPM et un peu SolarCop aussi, c'est le mouvement des énergies renouvelables citoyennes en France, qui est dont le fer de lance est énergie partagée, donc qui anime ce mouvement au niveau national. Donc Copawatt, on fait partie, on est au conseil d'administration et on représente aussi un peu énergie partagée d'une certaine manière en région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et vous avez là la carte des initiatives, comme 1, 2 toits soleil à l'échelle française, par type d'énergie. Donc il y en a environ 300. Et donc le solaire photovoltaïque est majoritaire parce que c'est le plus simple. Donc là, on revient un petit peu à l'introduction, mais c'est le plus simple parce que où qu'on soit, on peut produire de l'énergie et puis juste la brancher, la raccorder au réseau et qu'elle soit consommée à distance du lieu de production. Quand on va parler de chaleur, de production de chaleur, il faut être quand même plutôt à proximité du lieu de consommation quand on produit de la chaleur, soit chez soi, soit un peu plus éloigné via un réseau de chaleur. Donc c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et puis il faut vendre la chaleur directement au consommateur, alors que sur le réseau électrique, on vend l'électricité au réseau, entre guillemets, à une filiale d'EDF qui est faite pour ça, et on n'a pas à se soucier de qui consommera l'électricité. Donc c'est un modèle quand même plus simple. Mais on a quand même d'autres modèles. En électricité renouvelable, on a de l'éolien, effectivement. Alors plutôt dans l'ouest de la France. Dans la région, on a les ailes de Taillard, qui est en Ardèche, je dirais. Ardèche, qui a un projet, alors pas 100% citoyen, avec un développeur privé, donc plutôt participatif. C'est-à-dire il y a des citoyens représentés par une coopérative qui sont dans le tour de table du projet, dans le financement, dans la gouvernance, mais aux côtés d'un développeur privé. La région n'est pas vraiment pourvue en éolien. On a un exemple Jurassique, là, le Point Bleu en Bourgogne-Franche-Comté, où là c'est Jurassique, une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, citoyenne, qui détient avec d'autres partenaires, Ercisol, une autre coopérative, une SEM, une éolienne dans un parc de plusieurs. Donc voilà, il y a des exemples ailleurs en France d'éoliens dont la région n'est pas trop pourvue parce que la région n'est pas très favorable, on va dire, à l'éolien, même si on pourrait avoir du potentiel. Mais ça se fait par ailleurs. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a d'autres types d'énergie, l'hydroélectricité. Là, la complexité de l'hydroélectricité, c'est qu'il faut avoir le potentiel sur son territoire. Donc, il faut avoir un cours d'eau qui s'y prête, avoir un droit d'eau. Bon, voilà, administrativement, c'est aussi un autre contexte. Et du bois énergie, alors là, on en a dans la région. Avec ici, là, en Haute-Savoie, c'est le projet de Forestener qui fait des petits réseaux de chaleur bois énergie citoyens. Et puis, on a R43 ici en Haute-Loire qui propose des chaudières modulaires collectives qu'on peut installer de manière citoyenne également. Et en rouge, vous avez la méthanisation. Donc le modèle est tout à fait possible, réplicable sur d'autres types d'énergie. Après, il faut avoir le potentiel et puis les gens motivés pour faire ça. Mais dans le cadre de notre programme À nous l'énergie, l'idée c'est de pouvoir justement ouvrir pas qu'au photovoltaïque, mais aussi, pourquoi pas, au solaire thermique, au bois énergie, si c'est possible, en contexte plutôt périurbain que urbain. Voilà, et peut-être aussi à des projets de maîtrise des consommations s'il y a des personnes qui sont intéressées pour faire ça de manière collective. J'ai une question, c'est quoi les kilowatts crête? Alors kilowatt crête, c'est la puissance, donc la capacité de production instantanée d'énergie d'une installation photovoltaïque. On compte ça en kilowatt crête. Et si vous voulez, ça correspond au nombre de panneaux installés sur un toit. Donc quand on parle de 3 kW crête, 6 kW crête, vous multipliez à peu près par 5 et vous avez la surface de panneaux sur votre toit. Donc voilà. Et ça, en fonction de la surface de panneaux que vous avez sur votre toit, vous allez pouvoir produire
forcément plus ou moins d'énergie proportionnellement au nombre de panneaux. C'est l'unité de puissance qu'on prend pour le photovoltaïque. Ma deuxième question, c'est par rapport à la forêt de Taillard. C'est des éoliennes hautes ou c'est des petites éoliennes citoyennes? Parce qu'il y a eu une forte contestation dans le Pilat par rapport à ça, avec des Antilles très... Ouais. Alors, je reviens juste à la question d'avant pour vous donner un autre ordre de grandeur. 1 kW crête, en gros, ça va produire 1000 kWh. Ça, c'est l'unité d'énergie, production d'énergie par an. Les kilowattheures, c'est ce que vous payez sur votre facture d'électricité. Voilà, et 1000 kWh, en gros, on va compter qu'un kW de crête, ça correspond à peu près à la consommation d'un habitant d'électricité par an hors chauffage. À peu près, quoi. Ça dépend quel habitant. Un habitant qui ne consomme pas trop. Donc voilà pour l'ordre de grandeur. Et sur la question des ailes de Taillard, effectivement, il y a eu de la contestation. Alors, les modèles, les projets citoyens d'énergie renouvelable, éoliens, ce n'est pas forcément des éoliennes qui sont plus petites que celles qui sont mises dans les projets privés. Hein. C'est les mêmes éoliennes. De toute façon, des fournisseurs d'éoliennes, il n'y en a pas 36 000. Donc la taille n'est pas forcément différente. Après, la différence, c'est plutôt qu'il y a des citoyens qui vont pouvoir être à la gouvernance et au financement et donc décider de comment se fait le projet, potentiellement combien il y a d'éoliennes, effectivement un peu leur gabarit, quelle taille elles font, même si le gabarit il est contraint par la production d'électricité qu'on veut générer et le modèle économique. Parce qu'en fait, plus on va haut en altitude, plus le vent est fort et régulier, et donc plus on va produire d'énergie. C'est pour ça que les éoliennes sont de plus en plus grandes, c'est pour aller capter des vents de plus en plus forts et puissants à des endroits où il n'y a pas forcément le potentiel, le même que là où étaient construits les parcs auparavant. Et donc les citoyens vont pouvoir choisir où sont placées les éoliennes, un peu leur gabarit, comment est-ce que le parc va s'intégrer dans le territoire, à quoi vont servir les retombées économiques du projet. Pour les ailes de Taillard, il y a eu à la fois une contestation des habitants et à la fois un collectif citoyen d'habitants qui était pour. Donc voilà. Et bon, au final, c'est les citoyens pour qui ont gagné, entre guillemets, enfin, qui ont réussi à faire passer le parc. Voilà, d'autres questions? Je ne sais pas quelle heure il est. Il est moins 20. On a encore un petit peu de temps. Là. Voilà. Ouais, on a encore un peu de temps. Oui. Alors, une question, d'accord. Gilles voulait apporter quelques compléments. Quelques compléments sur les kits photovoltaïques. Je vous ai dit que tout à l'heure, on proposait des kits 1, 2 ou 4 panneaux, qui sont en toiture ou qui sont au sol. Dans quel cas on prend un kit, un panneau, dans quel cas on prend un kit de panneaux ou 4 panneaux. Donc aujourd'hui, alors le principe de fonctionnement d'un kit solaire, on est en autoconsommation. Il y a l'intérêt, tout ce qu'on produit, il faut le consommer. C'est des kilowattheures qu'on ne viendra pas chercher sur le réseau. Et c'est comme ça qu'on va faire des économies d'énergie, au niveau kilowattheure consommé et donc facturation. Donc ça veut dire que sur le principe, il faut investir juste dans 1 ou 2 panneaux ou 4 panneaux, mais pas dire je vais en mettre 8 comme ça. Non, ça sera de l'énergie qui sera perdue pour vous parce qu'elle repartira sur le réseau. Elle ne sera pas perdue pour tout le monde, parce que d'autres en profiteront et elle sera vendue. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 1 ou 2 panneaux, ça correspond à ce qu'on appelle pour couvrir le bruit de fond électrique. Le bruit de fond électrique, c'est tous les matériels, tous les récepteurs électriques chez vous qui fonctionnent en permanence. C'est le congélateur, c'est le frigo, c'est la VMC, il y en a qui ont des caves à vin. Voilà, donc le minimum de consommation qui va constituer votre talon de consommation. Et pour passer à 4 panneaux photovoltaïques, c'est pour des gens qui sont équipés d'une piscine, d'un sauna. Sur une piscine, vous avez une pompe que... Oui, je suis d'accord, j'encourage pas la piscine, mais les piscines existent. Donc on peut essayer d'atténuer l'aspect énergétique utilisé. Mais on ne vend pas de piscine, on n'est pas en partenariat avec des pisciniers. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'une pompe sur une piscine, c'est à peu près entre 1 kW et 1 kW de puissance. C'est des pompes qui tournent 12 heures sur 24 en journée,
d'avril à septembre. Donc ça justifie d'avoir 4 panneaux. Mais il ne faut pas mettre 4 panneaux si on a juste un frigo, un congélateur, du VMC. Parce qu'une bonne partie de l'énergie partira sur le réseau. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais vous apporter. Deuxièmement, dans les démarches administratives, les kits au sol, vous n'avez aucune demande à faire à la mairie. Par contre, vous mettez en toiture, à partir de 1,80 m de hauteur, vous devez faire une demande de travaux, même demande de travaux que vous feriez pour un ramalement de façade, changement d'industrie et autres. Et deuxièmement, vous devez déclarer, ce n'est pas une demande d'autorisation, vous devez déclarer le kit à Enedis. Vous faites ça en ligne et c'est un kit que vous déclarez en autoconsommation. Voilà, c'est les précisions que je voulais apporter. Quel que soit le modèle de kit. Voilà, ça peut être un panneau, 2 panneaux. Je peux y aller, oui. Juste... Alors si vous ne consommez pas tout ce que vous produisez, c'est perdu, ça part sur le réseau. 0. Voilà, donc d'où l'intérêt de mettre un panneau plutôt que d'en mettre 2 si le deuxième panneau, les 80% partent sur le réseau. D'accord? Et l'intérêt du kit, c'est que je mets un premier kit, j'observe un premier panneau, j'observe, je peux observer, et puis je peux en rajouter ou pas un deuxième. C'est aussi l'avantage. D'accord. On va passer à une autre question. Là. Oui, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur la méthanisation. Vous en avez parlé. C'est vrai que c'est une énergie renouvelable dont on ne parle que très très peu. Elle n'est jamais illustrée. On sait que c'est dans les milieux plutôt agricoles. Mais voilà, j'ai vu que vous aviez quelques projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui. La méthanisation, il y a plusieurs types de méthanisation. Il y a la méthanisation agricole. On va méthaniser des résidus de culture. On va méthaniser des effluents d'élevage. Ça peut être à différentes tailles de projets. Sur une seule ferme, où là, on va plutôt faire un tout petit méthaniseur qui va plutôt produire de la chaleur. Donc le gaz, il est produit, c'est du CO2 et du méthane. Globalement, on garde le méthane, on le brûle, ça produit de la chaleur. Et donc, il faut qu'il y ait un besoin en chaleur proche, donc à la ferme. Méthanisation à la ferme. Après, on va avoir de la méthanisation collective, un petit peu de plus forte taille. En général, c'est autour de 250 kW. De chaleur. Là, on peut le faire en cogénération, c'est-à-dire venir produire du gaz, toujours de la même manière, avec une récolte d'intrants pour le méthaniseur à l'échelle de plusieurs fermes. Et ça va créer, donc ce gaz, on va pouvoir le brûler et puis utiliser la chaleur et produire de l'électricité aussi qu'on va injecter sur le réseau. Donc ça, la cogénération. Mais il faut toujours avoir un besoin en chaleur locale au niveau du méthaniseur. Et la limite, ça va être surtout le transport des intrants. Donc amener tous les intrants jusqu'au méthaniseur, il va falloir faire des rotations de camions. Et donc ça va être limitant. On ne peut pas faire venir de trop loin les intrants. Et après, on a ce qu'on appelle la méthanisation territoriale, où là, on va pouvoir en plus méthaniser des bouts de stations d'épuration, par exemple, des résidus d'industrie agroalimentaire, par exemple. Et là, en général, on est sur des tailles de méthaniseurs plus gros, 1 MW à peu près. Et c'est une autre logistique, parce qu'il y a un tour de table, enfin, des parties prenantes qui est plus large, plus compliqué à mettre en place, et des plus gros méthaniseurs qui ont plus d'impact aussi, notamment en termes de rotation des camions. Ouais, il y a ces 3 modèles un peu de puissance. Là, les modèles citoyens, c'est plutôt des modèles intermédiaires, le deuxième que je citais. Et il y en a un qui est à proximité en région, qui s'appelle Métamoli. Et c'est fait par des agriculteurs avec, dans le tour de table, il doit y avoir des citoyens. Je ne connais pas hyper bien ce projet, mais il y a Énergie Partagée qui est membre du projet. Si ça vous intéresse, sur notre stand Copawatt, qui est tout au fond, plutôt à l'opposé du salon, si vous avez le temps, après, on a un petit prospectus dessus d'Énergie Partagée, je pourrais vous le donner pour que vous ayez plus d'informations. Et sinon, vous devez en trouver sur le site d'Énergie Partagée. C'est souvent un exemple qui est mis en avant. Métamoli, il y en a un autre, Métanayou, je crois, qui est mis en avant. Voilà, d'autres questions, oui. Et juste sur le projet de méthanisation territoriale, où quand il y a
quand même une grosse production de gaz. Si le réseau de gaz est à proximité, on peut aussi injecter sur le réseau du gaz renouvelable. Et donc, c'est aussi intéressant parce que c'est un vecteur énergétique, justement, le gaz, qui permet de faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire avec juste de la chaleur. Alors que la chaleur, on sait la produire à partir de soleil ou de bois, et donc autant utiliser le gaz pour des choses qui est autre que juste se chauffer à proximité. Et notamment les deux projets que Timothée a cités, donc Metal.io et Metamoly, donc ils injectent sur le réseau de gaz public. Non, moi c'est simplement pour apporter un témoignage. J'ai installé des panneaux SolarCop sur le toit, et c'est pour dire que c'est très simple, que les démarches administratives sont très, très faciles et qu'il n'y a aucune réticence de la part ni de Nedis, ni des... j'ai installé un kit à 3 panneaux qui n'existe pas parce que vous faites que du 1, 2 ou 4. Moi j'ai pris 3 panneaux pour une question de surface. Je confirme ce que disait l'intervenant, il vaut mieux choisir plutôt 2 que 4 parce qu'au bout d'un moment on produit plus que ce qu'on consomme et ça présente aucun intérêt. Voilà. Merci pour le retour. Je vois qu'il est -10, je vais reprendre la main pour clôturer. L'exemple de la méthanisation était pas mal parce que je vous ai parlé en introduction des différentes sources d'énergie primaire. On a parlé un petit peu de vecteurs énergétiques, des différents besoins qu'on peut avoir, électricité spécifique, chaleur, mobilité par exemple. Et donc l'idée de essayer de jouer sur tous les tableaux pour avoir une diversité de vecteurs énergétiques et de répondre au mieux à tous nos besoins, tous nos usages, en réduisant notre consommation en premier lieu. Peut-être pour synthétiser un peu ce qui s'est dit et donner ma vision des choses, l'autoconsommation, elle est utile, elle est intéressante, surtout dans la réflexion qu'elle apporte sur les consommations, justement, sur la baisse des consommations. L'idée, c'est d'arriver à consommer le plus de ce qu'on produit. Et donc, Gilles nous le disait, autant pas mettre un deuxième panneau si on n'a pas la consommation qui va en face. Alors, il y a des intérêts économiques qui sont liés à un contexte réglementaire et tarifaire de ce que l'État peut donner en redevance quand on injecte sur le réseau ou rien donner du tout, ça dépend des situations. Mais au-delà de ce contexte tarifaire réglementaire, il y a l'idée aussi physique de se dire l'énergie qu'on produit, il vaut mieux la produire au bon moment, sous la bonne forme qui va pouvoir être utile. Donc pour moi, l'autoconsommation individuelle, à son échelle, elle est intéressante pour ça. Après, l'énergie, ça reste quelque chose dont on a besoin et de manière collective. Et donc, il y a aussi de la place pour des démarches collectives pour mutualiser, avoir un effet d'échelle. Et c'est un peu l'idée des projets citoyens. Et ce qu'on a vu sur le photovoltaïque est valable ailleurs, c'est-à-dire dans son logement. Si on veut se chauffer, on peut très bien installer un poêle à bois. Il faut avant questionner ses usages. Est-ce que j'ai besoin de me chauffer autant que ce que je fais aujourd'hui ? Comment est-ce que je peux optimiser aussi l'efficacité de mon logement ? Est-ce que je vais chauffer toutes les pièces, etc. pour bien dimensionner aussi l'appareil de chauffage, parce qu'un appareil de chauffage mal dimensionné, il consomme plus que ce qu'il pourrait s'il était dans sa capacité de fonctionnement optimale. Donc, par exemple, pas changer son système de chauffage et puis isoler après, parce qu'on va le faire travailler en faible capacité, là où il n'a pas forcément un bon rendement. Donc voilà, là aussi on a de l'autoconsommation qui peut être très intéressante à une échelle individuelle, mais ça n'empêche pas que sur d'autres sujets, on va avoir besoin du collectif et d'une production d'énergie renouvelable collective. Donc les deux sont complémentaires et il faut bien ajuster les deux. Je reviens du coup à la présentation. Donc pour passer à l'action, puisqu'on vous a tous motivés, déjà vous pouvez continuer de vous renseigner sur le site de l'ADEME. Donc je vous ai mis le lien là, adem.fr/particulier, avec des ressources sur les différentes énergies renouvelables, des démarches. Donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Vous avez un site qui est très bien fait, tenu par l'association Négawatt, décrypterlenergie.org, qui va traiter dans des articles complets et sourcés de toutes les questions qu'on peut se poser sur la transition énergétique, l'utilisation de l'énergie, la production d'énergie renouvelable.
Si vous avez des questions sur le photovoltaïque, puisqu'on en a beaucoup parlé, je vous renvoie vers le site tenu par ESPUL, qui est l'association vraiment référente nationale sur le photovoltaïque, photovoltaïque.info, qui est le centre de ressources nationales sur le photovoltaïque. Vous trouvez des informations sur le photovoltaïque d'un point de vue physique, technologique, mais aussi sur toutes les démarches à réaliser si vous êtes un particulier et que vous souhaitez installer des panneaux sur votre toit. Et puis ensuite, on va classer suivant vos envies. Est-ce que vous avez plutôt envie d'un projet individuel ? Auquel cas, vous pouvez bénéficier d'un conseil neutre, indépendant et gratuit auprès de votre agence France Rénov'. Donc, c'est des agences qui sont, des associations qui sont chargées par le gouvernement, par l'État, de faire ce conseil. Il y en a un petit peu partout. Donc, vous tapez France Rénov' sur Internet avec le nom de votre territoire et vous tombez sur votre agence. Sur la métropole de Lyon, c'est l'ALEC de la métropole de Lyon qui fait ce service et qui est présente sur le salon. Donc si vous voulez passer les voir, ils sont juste à côté de nous. Vous pouvez passer nous voir aussi en même temps. Si vous êtes tenté par l'autoconsommation photovoltaïque, vous avez eu un bon exemple et puis en plus un retour d'expérience positif de l'autoconsommation. Donc contactez SolarCop qui est issu de ce mouvement des énergies renouvelables citoyennes et qui fait les choses bien dans une volonté citoyenne. Donc vous pouvez les contacter, ils pourront vous aider. Gilles vous a présenté ce qu'il pouvait vous rendre comme service. Et puis si on vous a convaincu sur l'utilité des énergies renouvelables citoyennes, vous pouvez rejoindre une coopérative proche de chez vous. Vous avez vu là sur la carte énergie partagée, il y en a un petit peu partout. Donc vous avez là le lien vers le site d'énergie partagée, énergie-partagée.org. Et puis ensuite vous avez la carte de tous les projets. Rejoindre une coopérative, ça peut être vous engager bénévolement dans la coopérative, apporter vos compétences, votre envie, participer bénévolement comme dans une association à développer de nouveaux projets. Et puis ça peut être aussi financer la coopérative, prendre des parts. Sur la métropole de Lyon, il y a 1-2 Toits Soleil. Vous pouvez aller sur leur site, prendre des parts à partir de 50 € et contribuer comme ça à financer la transition énergétique citoyenne, à faire en sorte que de nouveaux projets sortent de terre ou de toiture et participer concrètement comme ça à la transition énergétique. Si vous n'êtes pas couvert sur votre territoire par ces coopératives, vous pouvez nous contacter, Copawatt, puisque nous, notre métier, c'est de justement aider à créer de nouveaux collectifs et les accompagner les collectifs existants. Et donc sur la métropole de Lyon, puisque vous étiez un certain nombre à venir de la métropole de Lyon, justement, on a un programme en cours, À nous l'énergie,